Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marc Toiti du cabinet ACDFI. Mais avant de commencer, pour respecter les habitudes de la chaîne, eh bien, j'aimerais répondre à la question que Paul me met dans les commentaires. Paul Émic me demande si finalement on peut dire non à Poutine. Paul, on peut dire non à Poutine, mais il faut avoir une bonne mutuelle quand même. Bon, enfin, toujours avant de commencer, je voudrais vous dire que les temps forts de cette vidéo seront accessibles dès dimanche sur ma chaîne secondaire DME, donc vous pourrez aller les voir dès demain, et je mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller sur cette chaîne. Et puis, je vous présente donc Marc Toiti, le président d'ACDFI, et qui a également une chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi un lien vers sa chaîne dans les commentaires et peut-être même en fiche dans cette vidéo. Et Marc, je vous laisse peut-être vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous avec François-Xavier. Me présenter, c'est un peu long, hein. Moi, je viens des cités HLM d'Orly, voilà, ça c'est le tout début, effectivement. Après, j'ai commencé ma carrière comme enseignant-chercheur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après, j'ai été chef économiste à la Banque Populaire, j'avais 27 ans, le plus jeune chef économiste, hein, je détiens le record encore d'une grande banque en France. Et puis, en 2007, j'ai créé mon cabinet, donc à ACDFI, qui veut dire aux commandes de l'économie et de la finance. J'ai évidemment pas mal de clients, notamment dans les activités de marché. Donc, on m'a beaucoup vu dans les médias à l'époque de la crise en 2008-2009, notamment à l'époque, c'était Global Equities, qui a maintenant malheureusement disparu. Et puis, donc, voilà, j'ai plusieurs clients, entreprises, banques, je dirais, où je fais du conseil, des conférences, j'ai également des publications. J'écris également des livres, hein, mon dernier livre, Reset, Quel nouveau monde pour demain, qui est également un best-seller économique. Voilà. Et effectivement, vous l'avez dit, j'ai créé ma chaîne YouTube en plein confinement. Voilà, et ça marche très bien. Et donc voilà, enfin disons mon vrai but depuis des années, hein, c'est 25 ans que je fais ce métier, hein, donc ça ne nous rajeunit pas. C'est vrai que c'est avant tout de démocratiser l'économie, donc c'est ce que vous faites également. Donc je me dis, il faut aider effectivement ces opportunités, et puis également ces démarches, parce que c'est vrai qu'en France, maintenant c'est un peu moins le cas, mais je peux vous dire qu'il y a plus de 25 ans quand j'ai commencé, il y avait quasiment pas de culture économique, hein, c'était vraiment très abscon, et moi j'ai été l'un des premiers justement à essayer de démocratiser l'économie. Alors je me suis fait beaucoup d'ennemis, notamment parmi les économistes à l'époque, et encore aujourd'hui, il y en a, ils sont toujours là, hein, on va pas dire des noms bien sûr, mais et qui me disaient en fait, Marc, on a un conseil à te donner, on te comprend trop quand tu parles. Tu comprends, on est des experts, donc on doit mettre une distance avec les gens. Voilà. Et moi, je leur ai dit, écoutez, vous n'avez rien compris. Et c'est pourquoi je ne suis pas tellement dans certains cercles d'économistes, je ne vais pas donner de nom, etc. Parce que justement, eux, c'est ce qu'ils cherchent à faire, à mettre une distance, évidemment, et ce qui est catastrophique. Déjà, on n'a pas beaucoup de culture économique en France. Alors si en plus on complexifie effectivement l'économie, on ne va pas arranger les choses. Donc, heureusement, non, voilà, j'ai d'autres économistes qui ont pris le relais, qui continuent mon travail. Voilà, donc c'est un petit peu la mission que j'ai. Et évidemment, le plus important, c'est également de sauver notre douce France. Donc, je conseille également nos dirigeants politiques depuis des années, mais malheureusement, ils ne m'écoutent pas. Donc, j'ai un peu arrêté pour tout vous dire, parce que force de prêcher la bonne parole, et puis dans le désert, ça commence à être un peu fatigant. Mais bon, je reste optimiste, parce que c'est vrai que souvent, je suis perçu comme pessimiste. Pas du tout, je suis vraiment de nature optimiste, mais on doit aussi être réaliste. Donc, c'est vrai que, par exemple, 2008-2009, j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer alors que tout le monde pensait que ça allait s'effondrer. Ça a été le cas. Alors c'est vrai que depuis 2015, j'ai dit attention, il y a une crise qui est en train d'arriver. Donc alors on me dit je vois oui voilà la crise 2015, on est en 2022. Bon, est-ce qu'elle est arrivée? Oui, en fait il y en a eu plusieurs. Il y a eu la crise russe, la crise chinoise, la crise russe de 2015. Hein, il y en a une nouvelle qui est arrivée dernièrement, mais bon à l'époque on l'a quasiment pas vue. Donc la crise chinoise, bien sûr, toutes les bulles un petit peu qui ont dégonflé, puis le coronavirus, bien sûr, et maintenant cette guerre, on enchaîne malheureusement les crises, et le drame, c'est qu'on ne veut pas voir la réalité en face, donc c'est ce qui fait que plus le temps passe, plus on ne gère pas effectivement les dérapages, et plus c'est dangereux pour notre économie. Voilà. Je me suis présenté rapidement, je suis aussi très bavard comme vous l'avez compris, donc voilà, je vais m'arrêter là. Bon, alors moi, si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je voulais parler avec vous des répercussions de la crise entre l'Occident et la Russie, les répercussions d'une manière générale, et puis également comment les Français peuvent aujourd'hui protéger leur épargne de cette crise. Moi, c'est une question que j'ai souvent eue dans les commentaires de mes vidéos. Comment faire aujourd'hui pour épargner? Et donc, c'est vraiment un des points qu'on va voir.
Mais on va commencer donc par les conséquences de la crise entre l'Occident et la Russie. Et ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez un peu de ce qui arrive actuellement sur les matières premières. On a vu le nickel, on a vu le pétrole. Et donc les matières premières, et tout particulièrement l'énergie, puisque ça va avoir un impact sur tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, bien sûr. Alors, bon, les conséquences, elles sont effectivement surtout indirectes via les coûts des matières premières. Pour l'instant, heureusement, il n'y a pas de guerre chez nous, bien entendu. Évidemment, le plus grand drame, c'est le drame humain qui se produit, je dirais, en Ukraine, ça c'est sûr. Mais le vrai enjeu pour nous, les Occidentaux, comme vous l'avez dit, ou les Européens, les Français, c'est qu'effectivement, on a cette flambée des cours des matières premières. En fait, c'est très simple. Je veux dire, la Russie, depuis des années, est devenue un petit peu incontournable sur les marchés des matières premières. Elle est premier exportateur mondial de gaz naturel, par exemple, premier exportateur mondial de blé. 20% des exportations mondiales viennent de Russie, donc c'est quand même assez incroyable. Deuxième exportateur mondial de pétrole. Bon, également, vous avez cité le nickel. Enfin bon, il y a beaucoup, je dirais, elle est devenue incontournable, finalement, on va pas faire le détail. L'aluminium également, enfin bref. Il y a également l'Ukraine qui est pas très loin, donc là, on a les deux fournisseurs, entre guillemets, de matières premières. Et le gros problème, c'est qu'on est surtout, nous, entre guillemets, menacés. Nous, quand je dis nous, c'est les Européens. Parce que, effectivement, les Américains, là, ils viennent d'imposer un embargo. Alors, on peut comprendre, puisque pour eux, le pétrole russe ou le gaz russe, c'est pas grand-chose dans leurs importations. Et d'ailleurs, les Américains sont indépendants d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'ils sont même exportateurs nets de pétrole. Ça, c'est la nouveauté, si vous voulez, parce que beaucoup de guerres, soyons honnêtes, ont été menées à cause du pétrole, justement. Et donc, les Américains ont dit, après les guerres du Golfe, entre guillemets, et notamment la guerre en Irak, on dit, bon, maintenant, la dernière, on dit, on va arrêter les dégâts, et donc ils sont devenus indépendants, le gaz de schiste, etc., ils sont devenus indépendants énergétiquement. Ça, c'est très important, parce que nous, c'est exactement l'inverse qu'on a fait. Quand je dis nous, encore une fois, c'est l'Europe. Nous, on est devenus complètement dépendants énergétiquement. Alors, la France, c'est un peu moins le cas, heureusement, parce qu'on a le nucléaire, mais c'est vrai que si je prends le cas aujourd'hui de l'Allemagne, par exemple, près de 60% du gaz allemand vient de Russie. Donc, c'est effectivement demain, on ferme les robinets. Là, c'est un problème, je dirais pas seulement de prix, c'est que on arrête l'économie allemande, qui est déjà pas en très grande forme. Même pour nous, si vous voulez, à peu près 17 à 20% de notre gaz vient, je dirais également de Russie. Donc, c'est clair que c'est très compliqué d'arrêter. Alors, bien sûr, pour la prochaine guerre, entre guillemets, je la souhaite pas, bien sûr, mais on pourra faire mieux. C'est-à-dire qu'on pourra limiter notre dépendance vis-à-vis de la Russie, mais pour l'instant, en tout cas, on est extrêmement dépendant. Alors, le problème, c'est qu'avant même qu'il y ait ces embargos potentiels, eh bien, les prix des matières premières ont flambé. C'est ça le vrai coût pour l'instant. Donc, des chiffres incroyables. Bon, on parlait du pétrole tout à l'heure, 585% d'augmentation du pétrole depuis 2020. Donc, c'est vrai que c'était un plus bas en 2020, mais tout de même, là, on est sur des sommets, on est à quelques dollars des sommets historiques. Je rappelle que le sommet historique, c'était en juillet 2008 on avait à l'époque donc 150 $ le baril. Là, on est monté à 139 $ le baril. Donc, c'est quand même des prix assez fous. Ça rebaisse un petit peu là, au moment où on parle, mais néanmoins, c'est un vrai coût, et non pour notre économie. Alors, pour le gaz, c'est encore pire. Si vous prenez les contrats de gaz européens, l'indice ICE notamment, je ne rentre pas dans le détail, depuis 2020, ça a augmenté de 6000%. C'est des chiffres complètement fous. Ah oui, c'est pas rien. Ah oui. Donc, et ça, encore une fois, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui est complètement fou, celui qui profite le plus de la guerre, entre guillemets, c'est-à-dire de la flambée des cours des matières premières, c'est la Russie. Puisqu'aujourd'hui, chaque jour, eh bien, les recettes russes, uniquement liées au pétrole et au gaz, c'est 600 millions d'euros par jour, vous voyez, au bas mot. Donc, ce qui veut dire que la facture a augmenté. Avant la guerre, c'était autour des 250 à 200 millions. Là, c'est entre 600 et 700 millions. Donc, vous voyez que c'est un truc, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on est en train de financer finalement la guerre. Ouais. Et tout ça parce que justement, on a cette crainte, on est trop dépendant effectivement du pétrole et du gaz. Mais il y a encore plus grave que cela, parce que là, évidemment, il y a l'aluminium aussi, sommet historique sur l'aluminium. Il y a également donc le nickel, vous l'avez dit, là, c'est quand même un truc de fou. En 2 jours, ça a fait 180% de hausse, à tel point que vous savez que les métaux sont cotés à Londres. On a dû, donc la bourse de Londres, le LME, a dû stopper effectivement la cotation du nickel, parce qu'on était à 100 000 $ la tonne, des prix complètement fous. Donc, voilà pour montrer des exemples, mais il y a encore pire que ça, c'est les cours du blé. Ça, vraiment, pour moi, c'est la vraie inquiétude. C'est-à-dire que les cours du blé ont complètement flambé de jour en jour. On dit, bon, ça va bien s'arrêter. Mais non, ça ne s'arrête pas. Donc, on a même, alors là, en quelques jours, quelques chiffres, en 10 jours, plus 75%. Enfin, c'est des trucs incroyables. Mais on a même dépassé, il y avait un précédent sommet historique en mars 2008. Et là, on est à peu près à 7% au-dessus
du sommet de mars de 2008. Donc c'est des niveaux qu'on n'a jamais connus. Et là, évidemment, le pétrole, le gaz, c'est embêtant, mais ça ne se mange pas. Alors que le blé, évidemment, on a besoin pour se nourrir. Quand je dis il y a le blé, il y a également le maïs, enfin, il y a beaucoup de matières de céréales au sens large, également des produits frais, ça va pour jouer sur le lait, etc. Donc, alors, ça veut dire que ça va se traduire par une inflation galopante, si vous voulez. C'est ça, la conséquence, c'est ça, c'est que pour l'instant, avant même la guerre, on avait déjà une inflation qui était énorme. Ça, c'est l'erreur de la gestion du Covid. On a lâché un petit peu les deniers un petit peu partout. Trop lâché. Il fallait aider, mais là, on a trop lâché. On a fait de la planche à billets de façon exceptionnelle, etc. La dette publique. Et donc, on a augmenté la demande, mais l'offre n'est pas là. Donc, c'est la loi de base de l'économie. La demande supérieure à l'offre, les prix flambent. Donc, ça, c'était avant même la guerre. La guerre arrive. Donc, ça accroît effectivement ces tensions sur les matières premières. Donc, ça veut dire que l'inflation qui est déjà sur des sommets historiques, si je prends la zone euro, ou des sommets depuis le début des années 80 aux États-Unis. En France, c'est quasiment la même chose. Hein. Ça, c'est un peu moins fort parce que nous, on a beaucoup de prix administrés, mais ça ne va pas tarder. Ça veut dire que ça va encore plus augmenter dans les prochains mois. Donc, ça va jouer, bien sûr, sur notre portefeuille, sur le pouvoir d'achat, et notamment pour, bien sûr, les ménages modestes, pour qui les dépenses énergétiques, les dépenses alimentaires, c'est un gros pan de leurs dépenses. Donc ça, c'est très dangereux. Cette inflation va accroître les inégalités. C'est ça qui est dangereux. Et alors, ça, c'est pour la France, mais il y a encore plus grave, c'est au niveau mondial. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, justement, notamment des pays émergents ou en développement, où le blé, c'est évidemment déterminant. Les cours du blé sont déterminants. Donc là, on a des risques. Bien sûr, on se souvient, par exemple, que ce qu'on avait appelé les printemps arabes à l'époque avait démarré justement avec la hausse des prix du blé. Même si on se souvient, alors on n'était pas là, mais la Révolution française, hein, en 1789, on avait des cours du blé qui avaient flambé un petit peu juste avant. Donc attention, quand les peuples ont faim, qu'ils ne peuvent pas se nourrir normalement, ça crée évidemment des tensions sociales et sociétales. Donc je pense que pour l'instant, on sous-estime complètement les impacts de cette guerre, malheureusement, sur nous. Évidemment, encore une fois, les impacts humains sont dramatiques, c'est sûr, mais il y a des impacts durables qui vont impacter l'ensemble du monde, finalement. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Là, on peut encore gérer, mais si ça dure trop longtemps, si les matières premières vont trop loin, alors là, ça va devenir extrêmement douloureux parce que là aussi, les prix augmentent, mais les salaires n'augmentent pas à l'aune des prix. Donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat baisse. Donc, ça engendre des vraies craintes sur, effectivement, la stabilité sociale, sociétale. On parlera de l'épargne tout à l'heure, mais même l'épargne, évidemment, est menacée, parce que si l'épargne n'est pas valorisée, effectivement, tout ce qui augmente l'inflation, donc ce qu'on appelle le taux réel, vient en baisse donc sur l'épargne, ça rogne également notre épargne. Donc, vous voyez que personne n'a gagné, évidemment, à cette augmentation de l'inflation. D'accord. Et cette inflation, bon, elle va avoir un impact évidemment sur les entreprises qui ont. Je voyais que Peugeot râlait parce qu'elle n'arrivait plus à avoir de semi-conducteurs et qu'elle avait de nouveau des usines à l'arrêt à cause de ça. Mais j'ai l'impression aussi que les entreprises françaises vont être assez impactées par le problème russe, puisqu'on on a beaucoup d'entreprises qui sont en Russie. Et je voulais savoir si ce que vous pensiez de ça, si effectivement ça allait avoir un lourd impact, ou si ces entreprises françaises qui ont des filiales en Russie, en fait, c'est de toutes petites filiales qui ne représentent pas grand-chose, en fait. Donc, je voulais avoir votre avis. Effectivement, bien sûr, ça a un impact très net. Hein. C'est-à-dire que, alors déjà, là, je parlais de l'impact inflationniste, l'impact économique, il faut savoir qu'aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, c'est-à-dire, même si la guerre s'arrête maintenant, on l'espère tous, mais ça va déjà enlever à peu près 1,5 point à la croissance mondiale. Vous voyez, donc là, on était déjà sur 3,4. Il y a à peu près pour 2022. Là, on va tomber à 1,5. Pareil pour la France, l'ensemble des pays. Juste la hausse des cours des matières premières, évidemment, avec l'inflation qu'elle génère, casse effectivement la croissance. Alors, après, il y a l'autre problème que vous avez évoqué, c'est les pénuries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, c'était Peugeot, mais il n'y a pas que, hein, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde, hein, pas qu'en France, qui ne peuvent pas produire. C'est-à-dire elles attendent des composantes, effectivement, de leurs voitures, de leurs équipements au sens large, etc. Donc ça veut dire que les stocks sont en train d'augmenter, mais on ne vend pas, si vous voulez. Donc ça, c'est extrêmement dangereux également, parce qu'il peut y avoir des mouvements de chômage technique, par exemple, parce que on a de la demande, oui, mais on ne peut pas produire. Donc là, c'est encore pire, ça alimente également l'inflation. C'est ce qui est très dangereux. Donc après, bien sûr, il y a le cas des entreprises françaises qui sont en Russie, donc il y a à peu près 500 entreprises françaises qui sont en Russie, c'est quand même pas rien. Mais si on regarde avec les sous-traitants, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 5000 entreprises qui seront concernées par un arrêt du commerce avec la Russie. On exporte vers la Russie chaque année à peu près 6,5 milliards d'exportations. C'est pas rien, hein, c'est que nous, on a un déficit commercial énorme, donc 6,5 milliards, on va pas les jeter aux orties. Ouais. Et puis également, si on prend les entreprises du CAC 40, par exemple, 35 sur 40 sont en Russie. Donc,
implantées, c'est-à-dire pas seulement font du commerce, elles sont implantées en Russie. La France est le plus grand employeur étranger en Russie, 160 000 personnes. Donc c'est quand même assez énorme, hein. Donc c'est sûr que, bon, alors là, encore une fois, hein, je veux dire, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est sûr qu'il y aura des conséquences pour nos entreprises, donc pour notre emploi également, parce que là, pour l'instant, on se gargarise, on a eu des bons chiffres de l'emploi, c'était un petit peu artificiel tout ça avec toutes les aides qu'on a eues. Maintenant qu'on ne peut plus faire vraiment des nouvelles aides, puisqu'on n'a pas forcément les moyens, là, on va voir la réalité, si vous voulez, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc oui, je pense que malheureusement, on sous-estime complètement les impacts économiques, sauf si évidemment la guerre s'arrête, parce que là, c'est clair que si la guerre s'arrête, pour l'espérer bien sûr, là du jour au lendemain, les prix des matières premières vont repartir à la baisse, parce que là on est quand même sur un mouvement très spéculatif. 150, 130 $ le baril, peut-être même 150 demain, c'est pas du tout normal, hein. Le baril, le niveau d'équilibre, c'est 75 à 80 $. C'est pas 150. Donc il faut bien comprendre que là c'est un mouvement spéculatif, pareil sur le nickel, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, même sur le blé. Donc dès que ça va s'arrêter, on l'espère très vite, le simple effet d'annonce, si vous voulez, ça va générer une baisse des cours des matières premières. Donc c'est pourquoi je garde l'espoir que ça s'arrête. Le danger, c'est si ça ne s'arrête pas et que ça continue. Là, on aura des vrais impacts durables sur notre économie. Bien sûr, l'économie russe sera impactée, mais nous également, on le sera, ça c'est sûr. Oui, d'autant plus qu'on voit que l'euro est en train de baisser par rapport au dollar, ce qui n'était pas l'habitude. Donc, ça amplifie encore l'augmentation des matières premières qui sont négociées en dollars. Juste en un mot. Ça, c'est vraiment effectivement la clé. Parce que si on se compare en 2008, par exemple, quand le baril était à 150 $, l'euro était à 1,60 $ pour un euro. Donc, il était cher, il était fort. Vous voyez, là, c'est l'inverse. L'euro, il est sous les 1,10 $ pour un euro. Donc, ça, c'est très dangereux. Parce que là, on a la double peine. On paye les matières premières plus chères, mais comme elles sont libellées en dollars et que l'euro baisse face au dollar, ça veut dire que ça renchérit, effectivement, le coût des matières premières pour nous. Voilà pourquoi les prix à la pompe sont plus élevés qu'en 2008. Parce que, il y a d'autres raisons, notamment à cause des taxes, c'est sûr. Mais c'est également cette baisse de l'euro. Et ça, c'est très dangereux parce que, à cause de la baisse de l'euro, la Banque centrale européenne, elle peut pas relancer la machine. Parce que si jamais elle dit, bon, je vais encore augmenter la planche à billets, ce qui serait évidemment une grave erreur, l'euro va encore baisser. Puis les taux d'intérêt sont déjà à zéro, donc elle ne va pas les mettre en négatif. On est déjà à moins 0,5 sur le taux de dépôt, donc bon, c'est déjà énorme. Donc, et puis si ça alimente la baisse de l'euro, ça va alimenter l'inflation. Donc là, on est pris vraiment au piège. C'est à se demander si Poutine n'était pas un grand stratège également économique, parce que il nous a un peu bloqués, si vous voulez. On est bloqué, on est dépendant d'eux. On sort de 2 ans de pandémie, on a dépensé un peu n'importe comment, il faut être honnête, hein, et on n'a plus donc les moyens de relancer la machine. Ça, c'est vraiment c'est l'inquiétude que j'avance depuis déjà quelques mois, mais là, évidemment, ça se renforce avec cette guerre. Et cette baisse de l'euro, c'est dû au fait qu'il y ait maintenant une différence entre les taux d'intérêt de la Fed et ceux de l'Europe. Est-ce que c'est dû au fait qu'on n'a pas augmenté nos taux d'intérêt et qu'on n'a pas bougé assez tôt, ou alors c'est juste la guerre qui est actuelle à notre porte, ou des choses de ce type-là? C'est un peu dû à tout ça, c'est-à-dire le fait qu'effectivement on a un écart de taux d'intérêt, si vous voulez, entre les États-Unis et l'Europe qui va s'accroître. Donc c'est-à-dire que le dollar va être mieux rémunéré que l'euro. C'est déjà le cas sur les taux d'intérêt obligataires à long terme. Ça sera également bientôt le cas sur les taux monétaires, puisque les Américains vont remonter les taux alors que nous on va rien faire. Donc c'est évident, ça c'est le sous-jacent. C'est pourquoi l'euro a déjà commencé à baisser avant même la guerre. Le problème, c'est comme je l'évoquais tout à l'heure, cette guerre, elle impacte beaucoup plus l'Europe, donc la zone euro, que les États-Unis. Les Américains, finalement, pour l'instant, il n'y a pas tellement de changements. J'ai même envie de dire, c'est malheureux à dire, mais c'est bénéfique pour eux. Parce que comme les cours des matières premières augmentent, notamment sur le pétrole, le gaz, etc., le blé, les Américains sont des producteurs, des exportateurs. Donc, pour eux, finalement, le coût économique, il est quand même limité. Il est là quand même sur les marchés boursiers. Donc, comme les Américains investissent beaucoup en bourse, ils vont avoir un peu moins on va dire, de pouvoir d'achat. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas tellement d'impact pour les États-Unis, pour l'instant, bien sûr. Par contre, nous, effectivement, on a un gros impact. Donc là, on a également l'écart de croissance, donc qui va être large, qui est déjà à l'avantage des Américains, mais qui va l'être encore plus demain. Et donc, c'est pourquoi l'euro, effectivement, baisse. Et après, il y a un autre problème. Bon, je ne veux pas être méchant, mais il y a un problème de crédibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la zone euro, elle n'est pas très crédible. La Banque centrale européenne, elle n'est pas très crédible. Je veux dire, il y a encore quelques semaines, Madame Lagarde, que j'aime beaucoup au demeurant, nous disait il n'y a pas d'inflation, l'inflation n'est pas un problème. Bon, le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a fait aussi la même erreur. Si vous voulez, l'année dernière, il a dit non, l'inflation, c'est transitoire.
Moi, ça, si vous voulez, ça c'est pour moi, ça restera historiquement une grande erreur des banques centrales. Parce que moi-même, si vous voulez, il y a un an, j'avais annoncé que l'inflation allait augmenter. Je suis pas devin, hein, c'est simplement, on a tous des indicateurs avancés, hein, que ce soit moi, les économistes des banques centrales, etc. Donc, ils savaient que l'inflation allait augmenter. Mais ils ont fait une sorte de déni de réalité, si vous voulez. Ça, c'est dangereux parce que les politiques fassent du déni de réalité, ça, on a l'habitude, hein, mais que les banques centrales, qui sont les gardiens du temple, si vous voulez, gardiennes même, on pourrait dire du temple, hein, fassent ce déni de réalité, ça, c'est très, très dangereux. Et maintenant, on paye. Voilà, on paye. Donc, aux États-Unis, Jérôme Powell a fait son mea culpa, je dirais en novembre dernier. Donc, bon, il a dit, bon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, bref, bon, ça passe plus ou moins. Mais en Europe, on l'a toujours pas fait. On dit, non, mais l'inflation n'est pas un problème. Ah oui, là, on est quand même, avant la guerre en Ukraine, on est quand même sur une inflation à 5,8%. C'est un sommet historique. Donc, on a vu que cette crise entre l'Occident, l'Europe et la Russie allait poser des gros problèmes sur les matières premières, des gros problèmes aussi à nos entreprises, et puis des problèmes qui vont être accentués par l'inflation qu'on avait déjà et qui va continuer à augmenter. Donc, du coup, on voit que Bruno Le Maire et le gouvernement commencent à dire qu'ils vont compenser, peut-être avec un chèque énergie supplémentaire, peut-être avec une aide pour les entreprises. Mais vous, est-ce que ça vous semble quelque chose de sérieux? Est-ce qu'effectivement, le gouvernement français a les moyens aujourd'hui de compenser les pertes qui vont être liées à ce conflit? Malheureusement, non, hein, c'est ça qui est dramatique. D'ailleurs, je l'ai dit à Bruno Le Maire en direct pendant la pandémie, si vous voulez. Il m'a pas écouté, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, faites attention, vous lâchez trop. Alors, bien sûr, il fallait aider les entreprises, les ménages, ça c'est sûr. Mais là, on a été trop loin, si vous voulez. Hein. Ne l'oublions pas, la dette publique française a augmenté de 500 milliards d'euros. C'est des sommes. Enfin, on ne se rend même plus compte de ce que ça veut dire, si vous voulez. Hein. La France est devenue le pays de la zone euro qui apporte le plus de dette publique. On est numéro 1. Avant, il y avait l'Italien. Maintenant, on est passé devant pendant cette pandémie. Alors, et c'est ça qui est extrêmement douloureux. On a aujourd'hui un poids de la dette publique de 120% de notre PIB en France. Vous voyez, quand les Allemands sont à 70%. Qu'à 50 points d'écart, on n'a jamais vu une telle différence. Donc, et tout ça, pourquoi? Pour que le PIB de la France, finalement, en données trimestrielles, on est 4 milliards, si vous voulez, au-dessus du niveau de 2019, oui, donc c'est pas de grand-chose, et en données annuelles, on est encore 1,6% en deçà du niveau de 2019, donc c'est-à-dire en hors inflation. Donc ça veut dire que ça fait très cher payer, si vous voulez, le 10e de point de croissance. Et encore, on n'a pas retrouvé encore cette dynamique. Donc, et surtout, le travail, je dirais, des gouvernants, des dirigeants, va-t-on dire, comme de la Banque centrale que j'évoquais tout à l'heure, ou également des dirigeants politiques, justement d'anticiper. Même si on ne peut pas prévoir une guerre comme celle-ci, mais on doit savoir que les crises, il y en aura d'autres. Donc il faut toujours garder ce que j'appelle une poire pour la soif. Là, le problème, c'est qu'on a utilisé toutes nos cartouches. Donc, que ce soit d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue monétaire. Et donc maintenant arrive cette nouvelle crise, et on est bien embêté. Parce qu'alors évidemment, on peut toujours dire, c'est pas grave, on va lâcher. La grande différence, c'est que pendant la pandémie, quand on a augmenté cette dette publique, en fait, ça ne s'est pas vu. Pourquoi? Parce que c'est la Banque centrale européenne qui a acheté cette dette publique. Donc, grâce à cela, les taux d'intérêt sont restés excessivement bas, ils étaient même négatifs. Là, la différence, c'est que la BCE ne peut plus continuer à faire ça, parce qu'il y a de l'inflation, parce que l'euro baisse. Donc, si jamais elle s'amuse encore à faire ça, alors là, on va au-devant de problèmes, si vous voulez, des risques d'inflation extrême, et là, ça sera ingérable. Donc, il ne faut surtout pas, évidemment, en arriver là. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même marge de manœuvre. Et sachez-le, hein, je veux dire, tout ce qui sera aujourd'hui lâché en termes budgétaires sera mangé par l'inflation demain. Donc, ça veut dire en termes réels, on n'aura rien gagné. Donc, ça, il faut quand même être très, très prudent. Alors, je sais que là, on est en campagne électorale. C'est d'ailleurs amusant de voir que parmi les candidats, il n'y en a aucun, je dis bien aucun, j'ai cherché, qui vous dit on va baisser le niveau des dépenses publiques. Les dépenses publiques sont à 60%, plus de 60% du PIB. Et avant, on disait, bon, allez, on ne dépassera jamais les 50 de dépenses publiques par rapport au PIB. Là, on est à plus de 60. Et moi, je pensais franchement qu'il y allait avoir un candidat qui allait dire, bon, attendez, non, là, il faut qu'on arrête les bêtises, il faut qu'on retrouve un sérieux quand même. Bon, non, il n'y en a aucun. Et évidemment, là, on lâche tout, évidemment. Et comme, effectivement, on revient sur le problème de culture économique, les Français, ils ne voient pas trop les tenants, les aboutissants. On se dit, oui, finalement, c'est très bien, il faut lâcher, il faut bloquer les prix, il faut ci, il faut là. Moi, je suis stupéfait, si vous voulez, par ce problème que nous allons avoir durablement dans cette campagne. C'est que on verra qu'elle sera, bon, a priori, j'ai l'impression que c'est déjà joué plus ou moins, mais néanmoins, les 5 prochaines années, il va falloir payer les factures. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien vu. Ouais.
On a dépensé, hein, on s'est endetté, mais les factures ne sont pas encore arrivées. Donc, c'est ça le drame, et j'en suis vraiment désolé. Hein. Bien sûr qu'il faut aujourd'hui essayer de limiter la hausse des prix du carburant, etc. On n'y peut rien, encore une fois, ça dépend d'un mouvement mondial. Et puis si demain les prix des matières premières repartent à la baisse, ça ira mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours défendu l'idée ça avait été fait un temps dans les fin des années 90, début 2000, c'était effectivement ce qu'on appelle la taxe, la TIPP à l'époque, flottante. Ça veut dire effectivement, il faut assurer un certain niveau de recettes fiscales pour l'État, liées au pétrole, ok, ça on comprend, sauf que quand les prix flambent, ben, ça ne sert à rien qu'ils prennent plus, que l'État français prenne plus. Donc il faut stabiliser ces recettes, et donc ce qui permet justement de limiter la hausse des cours du baril et la hausse des cours du carburant, si vous voulez. Donc si on a cette taxe flottante, tout simplement, qui s'adapte justement. Alors, c'est un peu plus compliqué, évidemment, à gérer, mais bon, on a tellement, évidemment, de hauts fonctionnaires, etc., donc ils pourront très bien faire. Donc, c'est ça, le vrai enjeu. Là, on a une idée, mais on ne va pas la mettre en œuvre, donc je ne sais pas ce qu'on va faire, des chèques inflation, des machins, allez, on distribue encore l'argent, n'importe comment, si vous voulez. Encore une fois, même si vous prenez pendant la pandémie, il faut savoir que l'épargne des Français a augmenté de 200 milliards d'euros. Ah oui, parce qu'on donnait des aides, très bien, mais on ne pouvait pas dépenser, on ne pouvait pas consommer. Donc ça ne servait à rien de donner toutes ces aides, vous voyez. Je ne dis pas qu'il fallait rien donner, mais il fallait quand même mieux cibler, mieux organiser. Non, on dit non, on lâche tout, de toute façon, on s'en fiche, c'est la BCE qui paye, le quoi qu'il en coûte, ça ne coûte rien, donc on y va. C'est très dangereux ce qu'on a fait là. Et puis bon, là, on n'en parle pas parce que bon, il y a la guerre, mais ça a créé des distorsions au sein de la zone euro. Je peux dire que les Allemands, qui ne nous aimaient pas tellement déjà avant, d'un point de vue économique, là, ils nous aiment de moins en moins, si vous voulez. Donc, quand la guerre va se terminer, il va falloir gérer, ces problèmes vont rester là. Donc, ces écarts entre l'Allemagne et la France, etc., et d'autres pays, de dette publique notamment, il va falloir les gérer, ça va être compliqué. D'accord. Donc, alors, bon, la réponse à la question, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens, à part cette taxe flottante, effectivement, ça moi je trouve que c'est une bonne idée. Ce qu'on va la faire, ça prendra bien un peu de temps. Mais bon, moi, si vous voulez, quand je donne des conseils, que ce soit aux entreprises, aux particuliers, je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas leur laisser croire, bons et merveilleux, de ouais, on va vous garantir un rendement de 10%, ouais, ça va être top, ça va être magnifique. Là, on va dire, ouais, on va vous lâcher, ça va être génial. Non, il faut dire la vérité. Moi, je pense que les Français sont intelligents, globalement. Si vous voulez. Donc, on peut leur dire la vérité. Ils vont comprendre. Si on leur dit la vérité, ils vont effectivement comprendre. Mais nous, on ne veut pas dire la vérité parce que c'est vrai qu'on a ce problème de culture économique qui est très faible, donc qui est bien sûr récupéré par les partis extrémistes, etc. Et voilà, c'est comme s'il faut. Voilà, on a une culture de lutte des classes, si vous voulez. Donc voilà. Il faut sortir de tout ça, hein. On est tous dans le même bateau, et le drame, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, moi justement, tout à l'heure je le disais, je viens des cités HLM d'Orly, donc je sais ce que c'est l'adversité, hein. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, donc c'est clair que j'ai réussi à m'en sortir, mais c'est très compliqué, et donc c'est sûr que aujourd'hui, laisser flamber les cours des matières premières, bon, tout le problème est là, donc il faut réagir en amont, peut-être tout faire pour qu'on trouve une solution à ce conflit, qu'on arrête cette guerre, une solution diplomatique bien sûr. Et puis voilà, parce que sinon, évidemment, là, agir, nous, on agit toujours une fois que le mal est fait. Il faut agir en amont. Ouais. D'accord. Alors, dernier point important, parce qu'on a vu donc l'impact de la guerre est immense. On avait déjà des problèmes d'inflation, donc il y avait déjà plusieurs soucis qui se mettaient en place. Mais là, avec l'impact de la guerre est immense. Et donc, moi, la question que j'ai très souvent maintenant dans mes commentaires, c'est comment peut-on protéger notre épargne, vers quoi faut-il s'orienter pour s'en sortir? Alors j'ai fait une vidéo justement sur ce thème il y a quelque temps. Je vais en refaire une autre parce que effectivement il y a une demande. Vous l'avez déjà répondu, mais pour vous, je vais répondre à la question. Vous inquiétez pas. Hein. C'est qu'effectivement aujourd'hui, il faut, comme je le disais, faire le dos rond. C'est-à-dire que notre épargne, effectivement, est menacée. Donc, je l'ai annoncé souvent sur ma chaîne YouTube, il faut toujours garder de l'or dans son portefeuille. De l'or, ça peut être physique, notamment, si on a envie, ou papier, enfin, ce que vous voulez, mais globalement, il faut toujours avoir 10 à 15% d'or. Là, on est à plus de 2000 $ l'once, alors peut-être ça va rebaisser ensuite, mais c'est ce que j'appelle encore une fois une poire pour la soif. Faut avoir, moi j'ai une gestion de père de famille, hein, c'est-à-dire que bien sûr, on peut prendre des risques, on peut acheter des crypto-monnaies, ce que vous voulez, mais il ne faut jamais oublier le couple rendement-risque. Ça, c'est ce qu'on a oublié pendant cette crise, parce qu'en gros, cette crise, c'était quoi? Vous investissiez sur n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, ça flambait. C'est pas ça l'investissement, c'est pas ça la bourse, c'est pas ça l'épargne, si vous voulez. Il faut regarder le couple rendement-risque. Donc, quand vous avez un rendement élevé, vous avez un risque
élevé. Donc, tout l'enjeu est là. Et c'est pourquoi on m'en a voulu, parce que sur les crypto-monnaies, j'ai toujours été un petit peu réticent, etc. Encore une fois, donc je m'y suis intéressé, je suis rentré un peu dans le détail, j'ai compris effectivement pourquoi ça flambait, parce qu'il y a une faille de marché, ce n'est pas réglementé, donc finalement, c'est ouvert à tout. Hein, globalement, il n'y a pas de limite. Hein. J'ai connu ça, si vous voulez, en 2000. J'étais jeune économiste, je suis économiste de la Banque Populaire à l'époque, et c'est vrai qu'on a connu ça avec la bulle Internet, où à l'époque, dès qu'une boîte s'appelait .com, si vous voulez, vous faisiez, je sais pas moi, pernoël.com, vous vendiez n'importe quoi, et ben ça cartonnait. Voilà. Et puis alors, ce qui était fou, c'était que plus les projets des entreprises étaient pharaoniques, donc plus il y avait de dépenses, donc plus il y avait de pertes, plus ça flambait. C'était n'importe quoi. Évidemment, ça s'est effondré. Et là, on a à peu près la même chose avec le numérique, tout ce qui est crypto, etc. Alors, je veux bien que ça soit l'avenir, certainement, mais c'est comme les valeurs Internet de 2000. Effectivement, il en est resté, heureusement d'ailleurs. C'était une révolution. Mais par contre, il y a eu des massacres. Il y a eu des entreprises qui ont complètement disparu. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas perdu, je dirais, 10%. Vous avez tout perdu. Donc, ça va se reproduire. C'est évident, c'est évident. Donc, d'où l'idée que font les grands fonds d'investissement, ils mettent un peu partout, en se disant, bon, bah, il y aura évidemment des boîtes qui vont disparaître, mais dedans, il y aura la pépite. Il y aura le Google, le Amazon, etc. Donc, il va flamber, c'est sûr. Mais globalement, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, il vaut mieux éviter de prendre trop de risques, surtout à l'heure actuelle. Donc, on peut évidemment se protéger. Donc, un petit peu d'or, donc des métaux précieux au sens large, c'est sûr. Bon, là, ils sont très chers, donc il faut peut-être un petit peu arrêter. C'est clair que les niveaux de valorisation boursière, ils sont bas aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si on a une vision, moi je parle plus sur des ETF, c'est-à-dire sur des indices boursiers qui suivent le CAC 40 ou le Standard & Poor's 500, vous voyez, voilà, des indices le plus larges possible pour éviter justement les risques. À ce moment-là, c'est clair que vu les niveaux actuels, ça peut encore un petit peu baisser. Bon, je ne parle pas évidemment s'il y a une troisième guerre mondiale. Là, évidemment, la bourse, ça sera le cadet de nos soucis. Hein. Donc, je ne parle pas de ça. Je me dis plus aujourd'hui, si on retrouve une économie normale, c'est clair que les niveaux des actions actuelles sont très bas. Donc, c'est des points d'entrée, si vous voulez. Donc, si on a un horizon de 5 ans, oui, évidemment, il faut y aller. Et puis, n'oubliez pas que les actions, ça ramène effectivement des dividendes. Hein. L'investissement boursier, c'est un investissement de long terme. Donc là, pourquoi pas, il faut évidemment en profiter. On a également ce qu'on appelle les indicateurs, les obligations indexées sur l'inflation. Ça, c'est sympathique parce que ça suit la valeur de l'obligation et le taux d'intérêt qu'elle rend, donc suit l'inflation. Comme l'inflation augmente, ça peut être sympa. Donc ça, on peut effectivement mettre dans son portefeuille. Voilà. Bon, garder également un petit peu de liquidité, on ne sait jamais, ça peut aider. Bien sûr, sur l'immobilier, je pense que on risque d'avoir quand même des petites baisses notamment en France, mais là aussi sur le long terme, ça reste plutôt favorable. Donc voilà quoi. Donc je pense que ceux qui sont déjà investis, qui n'ont pas vu la baisse, ça ne sert à rien de vendre maintenant, hein, globalement. De réaliser sa perte, ça ne sert pas à grand-chose. Il fallait vendre évidemment avant. Et donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a... Alors bon, bien sûr, pour les vrais, entre guillemets, les vrais traders, entre guillemets, qui aiment justement les montagnes russes, hein, sans mauvais jeu de mots, c'est clair que là ils s'en donnent à cœur joie. Là, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle un marché de trading, ça monte, ça baisse, c'est des fluctuations énormes. Donc là, si on sait faire, on peut faire ce qu'on appelle des stop loss et stop win. Ça veut dire, vous dites, voilà, dès que ça fait moins 10, moins 5, j'achète, et puis dès que ça fait plus 10, je revends. Bon, ou on peut suivre au jour le jour. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Hein. Donc voilà, c'est sûr que les gestions dynamiques aujourd'hui doivent être favorisées, mais il faut savoir faire. Ne confiez pas ça à n'importe qui, encore une fois. Donc voilà. En tant que père de famille, j'ai envie de dire, il faut rester prudent, faire le dos rond, investir sur le long terme, et c'est clair que là, ça ira mieux dans quelques années. Ça, je garde mon optimisme de ce point de vue-là. D'accord. En dehors d'une troisième guerre mondiale, on s'en sortira. Oui, voilà. mais là, on se posera plus la question. Comme disait Einstein, il disait, je ne sais pas qui fera la troisième guerre mondiale, mais je sais que pour la quatrième, il n'y aura pas grand monde. Vous voyez. Donc, voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, bon, espérons qu'on va éviter ça. Oui. Non, il y a toutes les chances. Bon, écoutez, Marc Toiti, merci beaucoup. Je mets donc un lien vers votre chaîne pour que les auditeurs puissent venir vous voir et voir les vidéos. Vous en publiez très régulièrement qui sont très intéressantes avec des graphiques, etc. Donc, j'espère qu'ils viendront voir ce que vous faites. Continuez à faire votre travail, c'est très bien. Ça me fait plaisir de voir qu'on essaye de développer la culture économique en France. Donc, continuez. Merci beaucoup. Et donc, pour finir, il y a une traduction aussi sur ma chaîne, c'est le dicton du jour. Alors, le dicton est très lié à l'énergie, le dicton du jour. Le pessimiste voit le réservoir à moitié vide, l'optimiste le voit à moitié plein, mais les deux pleurent devant la pompe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker, et je vous dis à très bientôt.